Bon, alors, je pense que je suis en direct. D'abord, je voudrais vous remercier de participer à ce nouveau Facebook Live. Le premier avait obtenu un succès parce qu'il correspondait évidemment à beaucoup d'attentes des Mérignacais. Je pense qu'il y a de nouvelles attentes aujourd'hui de notre population. Et donc, j'ai souhaité renouveler l'édition avec des nouvelles questions et bien sûr des nouvelles réponses. J'espère les rendre les plus précises possibles. Alors, on va prendre tout à l'heure les questions, mais juste un mot peut-être d'ensemble. Vous le savez, on a vécu une période tout à fait exceptionnelle, inédite évidemment. Personne n'avait jamais connu 8 semaines, 2 mois et même sans doute un peu plus de confinement. C'est une période qui nous a demandé beaucoup d'adaptation, qui a demandé à la fois la vigilance pour maintenir des services publics, mais en même temps pour assurer toujours cette préoccupation qui doit être essentielle, qui était une préoccupation pour votre santé. J'ajouterai également pour la santé, évidemment, du personnel municipal que je voudrais saluer. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qu'il faut remercier, le personnel municipal, de nouveau tout le personnel de santé, mais également dans de nombreux métiers, tous ceux qui, à un moment donné, ont pris le risque, est-ce qu'il faut employer l'expression, est-ce que c'est dramatisé, mais pris le risque de rester à votre contact pour vous rendre service. Ça peut être des caissières dans un supermarché, ça peut être des chauffeurs de bus, ça peut être des personnes, des éboueurs également de la métropole. Il y a beaucoup de monde qui ont su rester sur place pour vous rendre service et je crois qu'il faut les en féliciter. On débute aujourd'hui une période nouvelle, depuis maintenant une quinzaine de jours quasiment, qui est une période de déconfinement. Comme il a été précisé par le gouvernement, ce déconfinement ne peut pas être tout d'un coup une sorte de relâche général et chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Non, nous sommes aujourd'hui toujours sous la menace évidemment du virus, vous le savez autant que moi. Il ne va pas disparaître, il ne disparaîtra soit naturellement, mais nous ne savons pas également dans quelles conditions, soit tout simplement parce qu'on aura, la médecine aura trouvé, la recherche aura trouvé un vaccin pour arriver à l'éradiquer. Nous n'en sommes pas là. Et nous n'en serons pas là sans doute avant de très nombreux mois. Et nous allons vivre avec le virus encore de nombreux mois et sans doute tout l'été et évidemment aussi l'automne et même peut-être après, ce qui évidemment nous incite à conserver les gestes barrières. Au moment même où je vous parle, le Premier ministre Édouard Philippe annonce une nouvelle phase de déconfinement. Je crois qu'il fait des annonces qui sont importantes, notamment sur la suppression des 100 km, sur un certain nombre d'allègements, sur la réouverture des équipements. Et c'est dans ce cadre, évidemment, que l'action d'une ville doit s'inscrire. Le maire d'une ville ne peut pas inventer des règles sanitaires. Il doit évidemment respecter les règles sanitaires qui ont été fixées par les autorités qui ont cette compétence. Et moi, je suis très soucieux de respecter ces règles pour garantir votre sécurité sanitaire. Je vois les questions qui ont déjà été posées. Elles tournent évidemment beaucoup autour de la question des masques. Elles tournent autour de la question des écoles. Elles tournent autour de la question de qu'est-ce qui va se passer cet été pour nos enfants. Et donc, par exemple, des centres de loisirs, des équipements de la ville, à la fois des équipements sportifs et des équipements culturels, et puis beaucoup d'autres questions. Je traiterai d'abord ces questions en priorité. J'ai d'autres questions aujourd'hui qui relèvent un peu des esprits de conseil de quartier sur qu'est-ce qui se passe, les aménagements, la voirie, la circulation, l'urbanisme. Je pense que ce n'est pas forcément le moment d'en parler. Parlons aujourd'hui de ce qui est urgent. Et c'est urgent, c'est comment notre ville de Mérignac va aborder cette nouvelle phase de déconfinement. Alors je vois beaucoup de questions. Je voudrais commencer peut-être par des questions. Je vois qu'il y a une question d'Isabelle Lafourcade. Donc je ne sais pas si je ne donnerai pas les noms. Excusez-moi Isabelle d'avoir donné votre nom, mais c'est la dernière fois que je ferai. Je donnerai que les prénoms. Ça me paraît plus correct vis-à-vis de l'anonymat que chacun souhaite conserver. Alors Isabelle, vous me posez une question sur les masques et c'est une question un peu difficile quand même que euh, vous m'adressez. Est-ce qu'il ne faut-il pas rendre obligatoire les masques dans une ville? Et là, je vous répondrai d'une façon très réglementaire, très de juriste. C'est qu'un maire n'a pas le droit d'imposer les masques n'importe où. Certains s'y sont essayés. Le maire que je connais bien de Sceaux, qui est un maire très engagé dans la vie municipale et dans le service public local, le maire de Sceaux a voulu rendre obligatoire le masque dans toute sa ville. Le Conseil d'État a annulé son arrêté.
Christian Estrosi à Nice, vous le savez, a essayé également d'imposer le masque partout. Et puis, des recours ont été formés. Et avant même que ces recours soient examinés par le tribunal administratif, eh bien, il avait retiré ces arrêtés et puis pris d'autres arrêtés. On peut rendre obligatoire le masque dans certaines conditions. La première des conditions, c'est que ce ne soit pas une obligation générale. On ne peut pas dire les masques partout pour tout le monde. Ça, c'est tout à fait illégal et on est retoqué par la juridiction administrative. On peut dire par contre que dans certains cas, par exemple le maire de Bordeaux dit la rue Sainte-Catherine, qui est une des rues les plus fréquentées d'Europe, les commerçants les plus fréquentés d'Europe, là, il faudra porter le masque. Ça, il a le droit de le faire parce que c'est une obligation limitée à un lieu et à un temps précis. À Mérignac, nous n'avons pas l'équivalent de la rue Sainte-Catherine avec autant d'affluence. Évidemment, le samedi, quand on va à rue Sainte-Catherine, si vous y allez, moi j'ai peu l'occasion d'y mettre les pieds, on voit bien qu'il faut prendre des décisions. Les décisions que nous avons prises, nous, c'est par exemple pour les commerçants. Nous avons rendu le masque obligatoire pour tous nos commerçants, aussi bien sur le marché du centre-ville que sur le marché de Montdésir, ou bien que sur le marché d'Arlac. Certains commerçants, 99% des commerçants respectent. Il y a parfois des commerçants qui ne respectent pas, et notamment à Arlac, il y a une commerçante qui ne respecte pas, elle a été verbalisée. J'ai donné les instructions pour qu'elle soit verbalisée, et donc une amende lui a été infligée, et si elle persiste, eh bien, elle sera exclue du marché. On ne peut pas transiger avec la sécurité, surtout que la ville a fourni les masques aux commerçants. Donc vous voyez, je suis pour le port du masque dans certaines circonstances. Je vous incite à porter le masque. Vous savez que dans les transports en commun, le masque est obligatoire et que même si vous ne le portez pas dans les transports en commun, vous risquez également une amende de 135 €. Donc il faut vous y conformer. Ça va même un peu plus loin dans les transports en commun. Vous devez rentrer dans le bus ou dans le tramway avec votre masque et ne pas le mettre à l'intérieur du bus ou du tramway. Donc dès la station, vous devez déjà mettre votre masque. Mais si un jour il fait aller plus loin, je vois par exemple à Mérignac-Soleil, Madame la préfète a accepté l'ouverture de Mérignac-Soleil. Si on voit qu'à Mérignac-Soleil, il y a des embouteillages, il y a trop de gens qui se côtoient, qu'il y a des gestes barrières qui ne sont pas respectés, on verra si on rend obligatoire. Mais je tiens à rester dans les clous de la légalité sur ce sujet. Ensuite, après, il y a un autre chapitre qui est très important, je lis en même temps. L'autre chapitre qui est très important, c'est le chapitre qui concerne l'école. Eh bien, on le comprend, hein, c'est le principal budget de la ville. Et donc, c'est évidemment une préoccupation pour nous. Et là, j'ai un certain nombre de questions. Mais d'abord, un principe général. D'autres villes ont fait différemment. Moi, j'ai souhaité, et je souhaitais avec mon adjointe à l'éducation, Marie Récal, rendre accessible l'école au plus grand nombre d'enfants possible. Voilà. Ça a été la ligne directrice de la ville. Il faut éviter le décrochage scolaire, il faut éviter que les enfants restent chez eux alors qu'ils ont tant à apprendre à l'école. Il faut permettre aussi aux parents de pouvoir mener leur vie et de reprendre leur activité. Mais l'essentiel, ce sont d'abord les enfants. Et donc ça, c'était vraiment ce qui nous a guidés. Alors ce qui nous a guidés, ça aboutit à quoi? Eh bien oui, on a réouvert les écoles élémentaires, on a réouvert les maternelles, mais évidemment, pas dans n'importe quelle condition. On n'a pas eu de cas de Covid du tout aujourd'hui dans les établissements scolaires de Mérignac et je souhaite que, évidemment, ça reste le cas. Mais un cas de Covid peut vous tomber dessus, voilà, dans la minute, dans l'heure et demain, personne ne pourra l'éviter. On voit que dans certaines écoles de l'agglomération, il y a eu des cas de Covid. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. À Mérignac, c'est une bonne chose et vraiment, ça ne tient pas du tout à nos écoles ni à nos élus, ça tient sans doute au hasard et aux circonstances. Mais on l'a fait aussi, cette ouverture, dans des conditions strictes. Vous savez, l'État a élaboré un document de 54 pages, un protocole sanitaire de 54 pages. Bon. Certains ont trouvé que c'était beaucoup trop. Eh bien non, moi je pense que s'il faut 54 pages, il faut appliquer les 54 pages. S'il faut 60 pages, on applique les 60 pages. C'est compliqué, ça veut dire qu'il faut faire du marquage au sol, il faut du gel hydroalcoolique, il faut des masques pour les enseignants et des masques pour le personnel municipal. Il faut beaucoup de choses. Il ne faut évidemment pas que les enfants soient les uns sur les autres, donc respecter toujours 4 mètres carrés par enfant, c'est-à-dire 1 mètre de chaque côté, donc 4 mètres carrés au total. Ça, pour moi, ne peut pas faire l'objet de transition.
peut pas transiger sur cette question des 4 mètres carrés. Eh bien, malgré toutes ces contraintes, on a mis les moyens, puisqu'on a déplacé du personnel municipal qui ne travaillait pas dans les écoles, mais on les a affectés justement aux écoles pour veiller à ce qui est cette sécurité sanitaire. Alors, beaucoup de questions. Je vois que Géraldine, par exemple, me pose une question. Géraldine, vous me posez la question de savoir si on va fournir des repas chauds. Eh bien, je suis obligé de vous dire que malheureusement, non. Pour une raison très simple, qui est une raison purement de logistique. Aujourd'hui, ce sont des repas froids. Apparemment, c'est accepté. C'est pas le comble de la gastronomie, bien entendu, ça c'est certain. Mais il faut qu'on regarde avec les moyens dont on dispose. Et si on met des repas chauds, c'est beaucoup plus compliqué dans la préparation, dans la cuisson, dans le maintien de la température. Et tout ça fait beaucoup plus de travail, de charge de travail à notre personnel qui n'en manque pas en ce moment. Vous imaginez, suivre les bambins, suivre les préados un peu partout pour éviter qu'ils ne se contaminent, c'est quand même une grosse charge de travail. Donc on maintiendra malheureusement les repas froids dans les écoles. Flavienne me pose une question qui est un peu de nature différente, Flavienne. Vous me demandez si on va maintenir la semaine de 4 jours pour les écoles à la rentrée de septembre. Donc c'est pas lié directement au Covid, mais vous me posez la question, je vous donne la réponse. Vous savez pourquoi nous on a retenu la semaine de 4 jours et demi? D'abord parce que c'est le principe. Voilà. C'est le principe arrêté par l'éducation nationale. C'est pas la ville de Mérignac. Le principe même de l'éducation nationale, de l'État depuis des années, c'est pas le choix d'un gouvernement. C'est le choix de plusieurs gouvernements successifs de dire l'intérêt des enfants, c'est 4 jours et demi. Voilà. On a fait des études en comparant la scolarité en France et la scolarité en Europe, et on s'est aperçu que quand on avait une scolarité un peu plus longue, 4 jours et demi, les résultats pour les enfants étaient meilleurs. Et ben, voilà, ça c'est la première raison. Deuxième point, on a organisé une sorte d'enquête, de consultation, je ne vais pas employer le mot référendum, juridiquement il ne s'agit pas d'un référendum, mais de consultation. Résultat de cette consultation, je vous dis ça de mémoire, 63% des parents ont souhaité le maintien de la semaine à 4 jours et demi. 63%. Et même dans les conseils d'école, on se disait ça ne va pas être le même résultat, etc. On a eu une grande majorité des conseils d'école, une majorité, j'enlève le mot, l'adjectif grand, une majorité des conseils d'école en faveur de la semaine de 4 jours et demi. Avec des observations différentes sur les maternelles où sans doute il faut tenir compte de l'âge des enfants. Et d'ailleurs, nous avons tenu compte de l'un de l'autre. Donc aujourd'hui, la réponse que je peux vous faire, Flavienne, est très simple. C'est que tant que la règle nationale n'aura pas été modifiée, tant que les parents d'élèves considéreront que c'est la meilleure solution pour eux, eh bien, je maintiendrai ce qui a été acté et qui me semble ne pas me donner de mauvais résultats, même si je sais que la communauté éducative, le milieu enseignant, parfois, préférerait d'autres solutions. Je peux le comprendre, je peux tout à fait le comprendre, mais moi, j'ai vraiment une seule ligne d'horizon en la matière, l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, ça me semble quelque chose que nous pouvons tous partager. Leslie, alors Leslie, je ne sais pas si vous êtes devant votre écran, vous m'avez posé une question, qu'est-il envisagé pour le parascolaire dans les maternelles? Bon. Alors c'est quoi d'abord le parascolaire? Bon. Vous savez qu'on a une organisation un peu particulière, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a une reprise, une rentrée scolaire, mais c'est une rentrée scolaire à mi-temps, hein, vous le savez bien. Les enfants sont scolarisés le lundi et le mardi, le mercredi matin. Ils sont scolarisés le jeudi et le vendredi, et puis une semaine sur deux, ce sera à leur tour d'être là le mercredi matin. Donc en fait, on a dédoublé les classes pour arriver à recevoir le plus grand nombre possible d'enfants dans les meilleures conditions sanitaires. Bon, on a dédoublé. Et donc évidemment, on se pose la question, pendant l'autre mi-temps, que font les enfants? Nous avons pris des mesures qui me semblent être tout à fait positives, en tout cas les retours le sont, mais je demande à avoir d'autres observations si vous n'êtes pas d'accord. Et donc on a organisé pour les enfants des classes élémentaires des activités parascolaires qui sont du loisir, qui sont de la culture, qui sont du sport, voilà ce qu'on appelle les 2S, 2C pour parler le langage de l'éducation nationale, en tout cas des activités pour nos enfants. Et votre question est tout à fait pertinente. Ce qu'on a fait pour les classes élémentaires, nous allons le faire pour les écoles maternelles.
On le fera également avec une adaptation. On le fera à partir de je crois, mardi prochain, du mardi 2 juin. Donc on fera du parascolaire également à partir du mardi 2 juin pour les maternelles dans des conditions sanitaires qui seront également tout à fait garanties. Alors, qui d'autre me pose des questions, toujours sur l'aspect école, éducation? Alexandra, où en sont les travaux de l'école Marcelin Berthelot, puisqu'il n'y a pas eu, vous ajoutez, de réunion depuis la mi-juin 2019. Bon, les travaux de l'école Marcelin Berthelot, vous êtes certainement du quartier, vous les avez vus, et ils ont bien progressé. Aujourd'hui, on voit quand même ce que sera la future école demain. C'est vrai qu'on a manqué de réunions depuis un certain temps. Les réunions vont arriver. Il y a un planning des travaux qui, de nouveau, va être défini entre l'architecte et puis les différents corps de métier. Et donc, on fera dès que possible une nouvelle réunion, mais il faut également qu'on tienne compte des impératifs sanitaires. En tout cas, l'école avance, elle aura du retard. Bon, écoutez, c'est une question simple, hein. Tous les chantiers vont avoir du retard. On ne peut pas avoir pendant 8 semaines eu un confinement, avoir eu des arrêts de chantier, et puis ensuite après dire on va rattraper les 8 semaines en quelques mois. Non, malheureusement, tous nos chantiers vont avoir du retard, et donc y compris celui de l'école Marcelin Berthelot. Sabrina, Muriel, Mika et Géraldine, tous, vous me posez cette question qui vous hante, et je vois très bien pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Non. On ne va pas vous laisser tomber. Voilà. Pour être simple, on ne va pas vous laisser tomber. On comprend bien que cet été, il faudra bien que les enfants puissent être occupés. Donc on est en train d'imaginer un certain nombre de solutions. D'abord, la première réponse, c'est que oui, il y aura des centres de loisirs qui vont réouvrir, qui seront ouverts cet été. Et puis, il faut qu'on prévoie évidemment des activités pour les enfants, mais vous pourrez nous confier vos enfants pendant tout l'été. Il faut ajouter qu'on pourra accueillir sans doute moins d'enfants. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de personnel, on a des problèmes de nettoyage. Vous savez, éviter les contaminations, c'est nettoyer constamment les bâtiments. Et donc ça demande évidemment beaucoup de charges de travail. On l'assume, on le fera, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas accueillir peut-être autant d'enfants pendant cet été que les autres étés. Donc il faudra, le moment venu, pouvoir vous inscrire pour pouvoir bénéficier de ces différents services. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sujets sur l'école? Sur l'école, je regarde ma liste. Attendez, il faut que je fasse défiler tout ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent bonjour, donc moi aussi à mon tour, je leur dis bonjour. Merci d'être présent. Sur l'école, je ne vois pas d'autres questions. Je revois sur l'Epicyclable, on en parlera tout à l'heure. Sur le masque obligatoire, Céline, masque obligatoire dans les écoles, très bonne chose. Mais quid quand on voit un chauffeur avec du monde dans le bus qui ne porte pas le masque? Ben ça, c'est pas bien du tout. Oui. Merci de le signaler. Céline, vous avez parfaitement raison. Le chauffeur doit évidemment lui-même montrer l'exemple. En principe, quand même, il est protégé parce qu'il y a un certain nombre de sas pour qu'il soit protégé. Les gens ne peuvent pas monter à l'avant du bus, donc il est protégé. Mais je vais voir avec les organisateurs des transports sur cette port de masque obligatoire. Je vous rappelle quand même que, au fond, il y a toujours une alternative. Soit vous avez plus d'1 mètre de distance avec l'autre personne, au moins 1 mètre, mais 1 mètre, en principe, tous les pontes de la médecine me disent qu'1 mètre suffit. Bon. Soit vous portez un masque. Bon. Mais s'il y a plus d'1 mètre, bon, les postillons, notamment, ne parcourent pas plus d'1 mètre. En tout cas, pour la majorité des gens, le postillon de l'homme moyen ou de la femme moyenne ne va pas au-delà d'1 mètre. Et donc, vous êtes protégé de la contamination. C'est pas moi qui le dis, parce que j'y connais vraiment rien en médecine, mais c'est évidemment toutes les autorités de la médecine qui nous disent cela. Et puis, s'il n'y a pas 1 mètre, alors il faut le port obligatoire. Comment va se dérouler la rentrée scolaire 2020-2021, me pose André. Audrey, je n'en sais rien. Voilà. J'ai posé la question au DAZEN. Vous savez, le DAZEN, c'est le directeur académique. Donc, je lui ai posé la question il y a une quinzaine de jours. Et il m'a dit une réponse de bon sens, c'est que on ne sait pas déjà comment les choses vont se passer. Notamment, on attend
avec interrogation ce qui va se passer au mois de juin. Donc on ne sait pas ce qui va se passer au mois de septembre. Au mois de septembre, je ne sais pas si les classes seront dédoublées. Je suis certain par contre qu'il y aura un protocole sanitaire. Je ne sais pas si les 54 pages du protocole sanitaire resteront d'actualité. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas exactement comment la rentrée scolaire va se passer. Alors, peut-être on passe à un autre sujet que l'école. Et je vois Yves me pose une question sur la maison des associations. Est-ce qu'elle va ouvrir, quand et sous quelles conditions? Yves, vous allez être satisfait, on va ouvrir la maison des associations la semaine prochaine. Mais évidemment, mais ça c'est la règle générale dans les mesures de sécurité sanitaire. Donc la semaine prochaine, la maison des associations va réouvrir et on parlera d'ailleurs de l'ensemble des équipements tout à l'heure. Tous les équipements, en tout cas un certain nombre, la grande majorité, va ouvrir à partir de la semaine suivante. Donc je vois que Cédric, allez-vous, par l'intermédiaire de la maison des associations, piloter la mise en œuvre de l'accueil de AS2C tel que voulu par notre ministre? Alors oui, mais en fait pas uniquement par la maison des associations. Mais merci Cédric, parce que ça me permet de préciser quelque chose que j'avais oublié. Les activités de AS2C, ou pour parler un autre langage, les activités parascolaires dont que je vous ai mentionné tout à l'heure, et qui vont donc être élargies à la maternelle, seront mises en œuvre, et on les met en œuvre avec ce qu'on appelle toutes les associations de quartier. Hein. Donc si vous êtes au Burg, ce sera le centre social du Burg. Si vous êtes à Chemalon, ce sera idem. Dans d'autres endroits, ce sera des maisons de la jeunesse et de la culture. Enfin, toutes nos structures du quartier, elles sont 10, travaillent avec nous. Je voudrais également les remercier parce que là aussi, hein, manque de personnel. Il y a moins de bénévoles aujourd'hui qu'avant. Je crois qu'il faut le signaler. Hein. Les bénévoles aujourd'hui, un peu partout, sont en baisse pour une raison simple. C'est pas une mauvaise volonté. Simplement que c'est souvent des personnes âgées, et donc des personnes fragiles, et donc ils doivent veiller également à leur sécurité sanitaire. Et donc du coup, on a moins aujourd'hui de bénévoles qu'auparavant, mais ce qu'on appelle le G10, donc les associations de quartier, ont tout à fait joué le jeu avec nous pour ouvrir les différentes activités. Une autre question sur dispositif parascolaire qui existe est déjà très riche, avec du théâtre, de la danse, d'orientation. Oui, simplement, on demande là... oui, il y aura des inscriptions en ligne, et donc avec les associations, par exemple Drop de béton, par exemple le SAM, par exemple toutes nos grandes associations de la ville, vous savez qu'on en a plus de 500 associations dans la ville, mais toutes les grandes associations disent on top là, on est avec vous, on travaille avec vous, on veut également réussir le déconfinement, donc il faut les remercier. Alors, je vois qu'il y a Anthony et Pierre, Nathalie et Pierre-Anthony qui sont là, qui me saluent. Je les salue. La visite du collège pour les élèves entrant en 6e pourra-t-elle se faire? Audrey, vous savez que les collèges ne dépendent pas de la ville. Nous, on a la charge de l'école primaire, élémentaire et maternelle. Les collèges dépendent du département. Et donc, est-ce qu'il y aura une visite qui pourrait être faite avant les vacances d'été? Écoutez, je note, puisque ça ne dépend pas de moi, et je le ferai remonter à nos conseillers départementaux pour qu'ils puissent permettre également cette visite avant les vacances d'été. Je crois qu'effectivement, ce serait souhaitable. Sandrine, une attestation sera-t-elle donnée aux parents si les enfants ne sont pas pris dans les centres? Les employeurs en ont besoin. Sandrine, la réponse est positive. Vous savez que c'est la même interrogation pour les écoles. Si vous allez dans une école et que le directeur de l'école dit « Madame, monsieur, je suis désolé, aujourd'hui toutes les places sont prises parce qu'il y a une priorité pour les enfants du personnel médical ou pour d'autres enfants de famille qu'on considère comme prioritaires parce qu'elles concourent à un service public. Et puis s'il y a d'autres enfants déjà qui sont inscrits, vous arrivez à un moment donné où voilà, on ne peut pas élargir les murs, hein, on ne peut pas repousser les murs puisqu'on ne peut pas accueillir plus de 15 enfants dans une salle et 10 dans une école maternelle. Eh bien, si un directeur d'école vous dit ça, il vous fera une attestation comme quoi il ne peut pas accueillir vos enfants. Et donc là aussi, pour les centres de loisirs, c'est pareil. Vous aurez une attestation comme quoi on ne peut pas vous accueillir. Et cette attestation est très importante, puisque notamment pour les personnes qui sont aujourd'hui en chômage partiel, ce sera un des cas qui permettra d'obtenir l'allongement
du chômage partiel. Donc ça, c'est très important. Et j'ai vu avec les directeurs d'école, j'en ai quand même rencontré beaucoup, tous comprennent tout à fait qu'il vous faut cette attestation. Ils vous fourniront cette attestation et les centres de loisirs également. Alors, les salles de sport, on va en parler tout à l'heure. Moumou ou Mumu, je ne sais pas. Euh, donc sur les maisons d'association, je crois que j'ai répondu. Euh, donc Anne-Eugénie me précise que les maisons de quartier, évidemment, organisent l'accueil pour tout ce qui est parascolaire. Anne-Eugénie Gaspard, qui est notre adjointe au milieu associatif. Ah, alors, Lily dit non, désolé, mon fils est en maternelle et n'est à l'école qu'un jour par semaine, très compliqué. Alors, je crois que Lily, une solution est en train de se trouver pour vous, il me semble, non? Puisque vous m'en aviez fait part par d'autres voies que ce Facebook Live et que j'ai demandé à ce qu'on étudie votre cas et donc pour qu'on arrive à vous faciliter la vie. Donc, on va essayer de vous trouver une solution là. Mais je crois que dans votre cas, c'est une situation très particulière parce que dans votre école, il n'y a pas de prof. Voilà. Donc c'est tout, il n'y a pas de prof, je caricature. Il y a un manque d'enseignants, et le fait de manque d'enseignants, si vous ouvrez une classe, eh bien, il faut évidemment un enseignement par classe. Si vous ne les avez pas, c'est difficile, donc vous ne pouvez pas tenir la classe. Et donc dans votre cas précis, c'est un manque d'enseignants, mais l'inspecteur académique, comme le directeur de l'académie, a précisé qu'il y avait en Gironde, je vous dis ça de mémoire, 560 suppléants. Et donc, ils mobilisent les suppléants pour qu'ils viennent en renfort, 560 pour l'ensemble de la Gironde. Hein, pour l'ensemble de la Gironde. Et donc, on va essayer de trouver des suppléants pour que votre fils puisse être accueilli. Il en a le droit et évidemment, on va y travailler pour trouver une réponse. Est-ce que le lycée d'Aguin pour les secondes rouvre le 2 juin me demande Susanna. Eh bien, Susanna, jusqu'à ces dernières minutes, je ne le savais pas. Mais il semble que le Premier ministre ait indiqué, je regarde là autour de moi, le Premier ministre a indiqué dans sa conférence de presse tout à l'heure que les lycées vont ouvrir début juin. Voilà. Donc le lycée d'Aguin, comme les autres lycées de France, va réouvrir dès le 2 juin. C'est une nouvelle qui a seulement quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit oui, donc le Premier ministre a dit réouverture. Ah oui, c'est pour les piscines. Bon, alors, on va passer aux équipements maintenant. Il y a Anne qui me pose la question sur les piscines. Beaucoup de gens m'ont posé la question sur les piscines. Géraldine m'a posé la question sur les piscines. Enfin, vous êtes beaucoup à interroger. Bon. Là aussi, nous sommes tenus par les règles sanitaires imposées dans un cadre national, réglementaire. Donc le Premier ministre, là aussi, dans son intervention, a précisé que les piscines pourront réouvrir début juin même, donc voilà, la semaine prochaine. Ceci dit, avec des restrictions importantes. Les restrictions importantes, c'est que, par exemple pour Mérignac, là où parfois on pouvait accueillir 1000 personnes ou même plus de 1000 personnes dans notre stade nautique, on ne pourra en accueillir que 500. Voilà, donc ça va être très strict, 500 en même temps. Et donc il va certainement falloir, on est en train de réfléchir à ça, on va voir les précisions qui vont nous être apportées par le ministère des Sports et par les fédérations sportives, mais certainement prévoir des inscriptions. Voilà. Voilà, ça ne va pas être forcément simple. Il faudra s'inscrire pour aller à la piscine et pour un temps limité pour permettre une rotation. Que ce ne soit pas les 500 qui occupent la piscine toute la journée et que chacun puisse y venir. Donc ça, c'est dans un premier temps. J'espère qu'évidemment, avec l'apaisement de l'épidémie, on pourra faire mieux, évidemment, notamment dès le mois de juillet. Au mois de juin, vous savez d'abord que nos piscines sont déjà ouvertes dès cette semaine, mais uniquement pour les sportifs de haut niveau et pour les examens. Donc, à partir de la semaine prochaine, on réouvrira dans des conditions précises qu'on vous indiquera et certainement sur réservation. Et puis, progressivement, eh bien, on essaiera d'aller un peu plus loin. Il y a une question annexe que quelqu'un m'a posée. C'est qu'en est-il du stade nautique? Est-ce que tout ça va remettre en question le stade nautique? J'ai oublié la personne, qu'elle m'excuse, qui me pose cette question. C'est Alexandra. Voilà, Alexandra m'a posé cette question. Alors, Alexandra, non, il n'y a pas de remise en question du stade nautique métropolitain qui se fera à Mérignac. On a beaucoup avancé, toutes les décisions
ont été prises à la fois par la métropole et par la ville de Mérignac. J'ai signé, j'ai oublié, mais c'était au début du confinement, donc peut-être en février, l'acte de concession avec le groupement qui a été retenu. Donc tout ça est aujourd'hui figé dans le marbre, on sait. Hein, je voudrais dire aussi là que le stade nautique, c'est 40 millions d'euros. Je dis parfois des chiffres farfelus en disant que ça va coûter 80 millions. Non, ceux qui vous disent 80 millions, ils n'ont pas bien regardé le dossier ou ils n'ont pas été le voir. Bon, c'est 40 000, le coût de la construction, c'est 40 millions. Et les 80 millions qui sont là, c'est parce que c'est le coût de la construction plus de l'exploitation sur 23 ans. Voilà. Et évidemment, sur 23 ans, ça coûte cher, mais ça coûte moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui pour notre piscine. En tout cas, la réponse à votre question, elle est très simple. C'est les piscines vont rouvrir, le stade nautique n'est pas en péril, et donc il va se poursuivre. Je vous rappelle qu'il faut quand même quelques années pour qu'il soit aménagé. Mais là, les premiers travaux de métrage vont commencer là, dans les semaines qui viennent, pour arriver, le géomètre notamment, le travail de géomètre expert qui est très précis, qui va débuter bientôt. Alors, Céline, comment ça se passe pour les équipements sportifs, le foot au jar, le tennis à la roseraie? euh, Alors, et puis, il y a quelqu'un qui me pose une question sur les sports de contact. Bon. Sur tous les sports en plein air, d'abord. Donc, le tennis, la pétanque, l'escrime. Enfin, l'escrime, c'est un sport couvert, mais on peut le faire en plein air. Pour tous les sports en plein air, l'athlétisme, bien sûr, hein, le football, le rugby et d'autres. Là, aujourd'hui, l'autorisation est donnée pour réouvrir. Bon, voilà. Après, on le fait avec les clubs qui s'occupent de ces activités. Donc, par exemple, pour le football ou pour d'autres activités et l'athlétisme, on va travailler ça avec le SAM, qui est évidemment une institution dans cette ville. Et donc, on a déjà travaillé ça, les services n'ont pas attendu, mais quasiment tous les jours, ils se concertent avec les autorités du SAM. L'idée, c'est qu'on réouvre tout ça à partir du 3 juin. Voilà. Dans des conditions sanitaires également qui seront précises. Une petite contrainte qui peut-être va déplaire, mais on ne peut pas faire autrement, c'est que si les activités sportives en plein air sont autorisées, tout ce qui se passe à l'intérieur sera interdit. Et pour être clair, ça veut dire que les vestiaires ne seront pas en accès libre. Et donc, on trouvera d'autres solutions pour les vestiaires. Bon, parfois, on va peut-être mettre en place des roulottes ou d'autres, mais en tout cas, on ne pourra pas ouvrir les vestiaires à cause, évidemment, des règles sanitaires que vous pouvez, qui pourraient être enfreintes. Vous imaginez les risques qu'ils puissent avoir. Donc, en tout cas, pour toutes les activités plein air, la reprise est très, très prochaine. Pour les activités qui sont couvertes, là, c'est plus compliqué. La règle, c'est que pour l'instant, les équipements restent fermés. Voilà. Un équipement couvert reste fermé, un équipement ouvert pourra, lui, être réactivé. Et donc, on est en train de trouver des solutions. Je sais que l'escrime, par exemple, souhaitent faire des activités en plein air. Donc voilà, on peut aussi ferrailler avec son épée ou avec son sabre en plein air. Donc ça, c'est des solutions qui sont aujourd'hui à l'étude et qui devraient déboucher. Franck, vous m'interrogez sur les terrains synthétiques du Burk et de Robert Brett. Pour le Burk, il y a du retard. Mais pas du retard pour le terrain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc le terrain du Burk sera livré comme prévu. Pas comme prévu parce qu'il devait être réouvert bien avant, mais bon, on a eu aussi des soucis avec la nature du sol. Ensuite, après, évidemment, avec le Covid. Mais le terrain du Burk sera livré en septembre. Mais dans les conditions que je viens d'indiquer, sans vestiaire. Mais on mettra des roulottes pour faciliter la vie, évidemment, des personnes qui vont se rendre sur ce terrain du Burk. Pour Brett, là aussi, Brett pourra être réouvert avec un mois de retard. Je lis quand même les questions qu'on pose. Et donc, il y a un travail qui va s'effectuer avec l'architecte. Pour le rugby, je sais que David Darky est très, très impatient. Et il a raison, parce qu'il a de grandes ambitions pour le rugby. C'est vraiment l'homme du rugby ici à Mérignac. On essaye de l'accompagner. C'est pas facile. Voilà, la vérité, c'est que c'est pas facile.
puisqu'on a du retard, puisqu'il va y avoir les travaux pour le stade nautique. Mais avec David Barquet et avec tous vos responsables du rugby, on essaie de trouver des solutions qui vous conviennent et qui respectent les différentes règles et nos différentes contraintes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les équipements sportifs qui ont été posées? euh, Dites-moi hein, si je vous réponds pas aussi précisément que vous le souhaitez. Les salles de sport, je crois que j'ai répondu. L'escrime, Jean-Michel, j'ai répondu. Oui, vous allez pouvoir la pratiquer à l'extérieur. Je crois même d'ailleurs que ça puisse commencer dès ce matin, l'escrime à l'extérieur. Et Jacques, là je prononce son nom parce que tout le monde le connaît, Jacques Guérinet, me pose la question, le stade Brett sera-t-il ouvert à 2 juin? Et donc j'ai répondu oui, Brett sera réouvert le 2 juin, mais dans les conditions que j'ai pu indiquer tout à l'heure. Est-ce qu'on a d'autres sur les équipements sportifs, sur le sport? Le tennis, j'ai oublié le tennis. Bon, alors le tennis c'est à la fois simple et complexe. Il y a les tennis couverts, ils restent fermés. Il y a les tennis à l'extérieur, ils vont être réouverts. Mais, je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est les directives de la Fédération française de tennis, et on peut les comprendre. Les balles devront être marquées. Bah oui. Donc vous aurez chacun votre balle, ce qui peut prêter à sourire s'agissant du tennis. Mais par exemple, il y aura une balle rouge, une balle verte, ou bien il y aura les initiales sur la balle. On pourra les échanger, mais on ne pourra pas s'approprier la balle de l'autre. Donc il faudra jouer, puis ensuite après restituer à son propriétaire la balle pour qu'on ne touche pas la balle qui ne vous appartient pas. Et puis il y aura sans doute désinfection des filets qu'il a, et puis évidemment du matériel donc des raquettes qui vous appartiennent. Mais donc le tennis va pouvoir recommencer. Évidemment le projet de la roseraie, vous savez qu'il y a un projet très important pour le tennis, ça va nous permettre d'avoir davantage de cours en particulier à l'extérieur, et ça c'est très demandé, d'avoir également un local qui sera flambant neuf, et donc d'avoir vraiment le tennis qui nous manque ici à Mérignac, et vous êtes très nombreux à en faire. Tout ça n'est pas évidemment sacrifié sur l'autel de l'austérité ou de la reprise économique, au contraire il nous faut des chantiers, donc nous continuons évidemment ce magnifique chantier de la roseraie. Mika, j'espère que j'ai répondu. Sandrine, merci de me dire que je vous ai répondu. Les centres de loisirs, Sabrina, j'ai répondu. Si vous n'avez pas entendu tout à l'heure, oui, ils vont réouvrir avec toujours la même sécurité sanitaire. Mon fils rentre en CP à l'école du Burc, alors que nous habitons à 20 mètres de l'école Marcelin Berthelot. Je pense que c'est vous, je n'ai pas retenu votre nom, et d'ailleurs c'était peut-être pas Jus. Je crois que vous m'avez écrit, j'ai lu votre lettre hier ou avant-hier, et donc j'ai demandé au service de regarder effectivement qu'on vous simplifie la vie. Si vous habitez à 20 mètres de Marcelin Berthelot, on va essayer d'accueillir votre fils à Marcelin Berthelot, si on a de la place pour tout le monde, puisqu'en plus il y a les travaux de Marcelin Berthelot qui nous contraignent beaucoup, mais dans la mesure du possible, on va essayer de vous faciliter votre existence. Voilà quelqu'un qui va se marier, Nat, ou en tout cas qui va assister à un mariage. Comment vont se dérouler les mariages prévus en juin? Pas de rassemblement de plus 10, etc. Bon, alors, Nat, d'abord, si c'est vous qui voulez vous marier, vraiment tous mes vœux de bonheur. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, eh bien, vous pouvez lui transmettre la nouvelle. Les mariages, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'a dit Édouard Philippe sur ce point-là tout à l'heure. Donc, mais est-ce qu'Édouard Philippe a confirmé ça? Apparemment, Édouard Philippe a confirmé que les mariages vont pouvoir de nouveau être célébrés. Voilà. Mais avec un nombre limité de personnes, et ce sera 10 personnes au plus qui pourront assister à votre mariage, dont les 2 personnes qui se marient, dont les témoins. Donc ça veut dire pas vraiment beaucoup de monde, mais vous savez que la règle des 10 est maintenue. Donc on ne pourra jamais être plus de 10 en même temps au même endroit à proximité. On peut être plus de 10 dans un stade, mais on ne pourra pas être au même endroit en même temps à proximité plus de 10. Et donc le nombre de 10 est maintenu également pour les mariages. Mais vous allez pouvoir vous marier ou assister à ce mariage, c'est une bonne nouvelle. Un peu de bonheur dans notre vie. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres éléments?
Les maternelles, Gérard, mais on se connaît d'ailleurs, avez-vous prévu un accueil pour les jours où il n'y a pas d'école pour les maternelles? Oui, à compter de la semaine prochaine. Voilà, hein, Gérard. Je l'ai dit tout à l'heure, donc à compter de la semaine prochaine, on étend le parascolaire aux maternelles. Quelle sécurité est mise en place pour les classes Ulysse? La fille a été privée de reprendre son école, ce qu'elle n'avait pas. Un pays qui oblige la maîtresse. Bon, Stéphanie, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la réponse. C'est trop spécifique là. Les classes Ulysse méritent beaucoup d'attention, hein, vous savez. Ça, c'est vrai. Et moi, je souhaite qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants. Voilà. Tous les enfants ont les mêmes droits. Après, c'est une question de moyens, de contraintes, à la fois pour les enseignants et pour le personnel municipal. Mais je retiens votre question et j'essaierai de vous répondre d'une autre façon quand j'aurai les éléments, Stéphanie. Euh, alors oui, bon, ça j'ai répondu. Euh, alors, oui, Marie Récal, donc notre adjointe à l'éducation, donne une réponse à Jus tout à l'heure et demande à Jus de contacter le service éducation. Voilà, pour voir où son enfant sera affecté. Euh, Pierre. Pierre, je ne donne pas son nom, mais tout le monde le connaît. C'est un membre du comité d'entente et qui a une très grande présence dans toutes les manifestations patriotiques de la ville. Et Pierre me demande qu'est-ce qu'on peut faire le 13 juillet. Pierre, on a pu aujourd'hui honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés dans différentes manifestations patriotiques. On l'a même fait encore récemment pour l'abolition de l'esclavage, mais on l'avait fait déjà évidemment pour les manifestations patriotiques. Je tiens à ce que le 13 juillet, on maintienne également une manifestation dans des conditions qui seront dictées par la réglementation. Je ne peux pas vous dire ce que Édouard Philippe a pu nous exposer tout à l'heure, je ne peux pas encore vous dire. En tout cas, il y aura une manifestation, il y aura un dépôt de gerbes. Je pense même qu'il y aura, je souhaite, il faut que je vois ça avec la musique militaire, mais qu'il y ait quelque chose du côté de la musique militaire. Et puis je trouve qu'il y a une très bonne idée, qui est une idée qui ne m'appartient pas, mais que je plébiscite, qui consiste à rendre hommage à un certain nombre de personnes qui ont payé pendant toute cette période du confinement. Je pense évidemment au personnel médical, mais pas forcément qu'au personnel médical, comme je l'indiquais à mon début de propos. Et donc, je pense qu'on rendra hommage d'une façon ou d'une autre le 13 juillet. Et je souhaite là que la musique militaire puisse nous accompagner. Vous savez que c'est vraiment un grand moment, toujours d'émotion, par la qualité de leurs prestations. Donc Anthony, je n'ai pas toute la réponse, mais on fera quelque chose. Et je souhaite aussi, d'ailleurs, que tous les groupes politiques, ne pas faire d'exclusion entre les groupes politiques, soient représentés pour qu'il y ait la plus grande diversité possible lors de ces manifestations patriotiques. Philippe, la crise économique actuelle frappe de plein fouet tous les secteurs, notamment l'aéronautique, avec ses 50 000 emplois. Oui, il n'y a peut-être pas tout à fait 50 000 emplois là, mais enfin bon, il y a au moins 30 ou 35 000 emplois. Philippe, votre question est tout à fait pertinente parce que j'étais tout à l'heure au bureau de la métropole où Nicolas Florian, en titre de sa vice-présidence à l'économie, nous a exposé un plan de soutien aux entreprises. Et donc la métropole va mobiliser 15 millions d'euros de prêts pour les entreprises, qui pourra même, une somme qui pourra aller jusqu'à 50 millions au mois de septembre si c'était nécessaire. Et j'ai pris la parole lors du débat qui a suivi pour dire de ne pas oublier la filière aéronautique. Vous savez que le secteur de l'aéronautique est profondément marqué, profondément marqué. Aujourd'hui, pas uniquement parce que les avions n'ont pas volé, mais pour 36 raisons. Et donc, et que c'est, vous l'avez raison de dire, des milliers et des milliers d'emplois. Le gouvernement prépare un plan de soutien à l'aéronautique. Il faut que nous, avec ceux qui ont la compétence en la matière, c'est-à-dire la région, et je sais qu'Alain Rousset est très sensible à veiller à la filière aéronautique de la Nouvelle-Aquitaine, mais la métropole, parce que nous avons une part de compétences, la ville n'a pas de compétences de cette nature, mais on aide notre filière aéronautique de bien d'autres façons, et vous savez que j'ai rencontré souvent et qu'on travaille main dans la main avec Thales, Dassault, Sabena Technics et les autres.
Donc j'ai demandé à la métropole qu'il y ait une table ronde pour qu'on puisse écouter nos représentants de l'aéronautique et que nos représentants de l'aéronautique puissent exprimer leurs besoins et qu'on voit ensuite après comment satisfaire leurs besoins. Donc c'est évidemment un secteur qu'il ne faut surtout pas oublier. Euh, ah, je reconnais bien là la prudence. Yacine, après cette crise, est-ce que vous prévoyez une augmentation des taxes locales, dit Yacine. C'est une question qui m'avait déjà été posée dans le précédent Facebook Live et ma réponse avait été très simple. Non, voilà. Je ne prévois pas d'augmentation des différentes taxes. J'avais même prévu à un moment donné de baisser un certain nombre de taux. Vous savez que ça fait 10 ans, même plus que 10 ans aujourd'hui, qu'on n'augmente pas les taux des taxes. Mais même quand on n'augmente pas les taux, vous pouvez payer plus d'impôts, puisqu'ensuite, après, parce que l'impôt, c'est à la fois le montant des taxes qui est décidé par le conseil municipal, et là, ça fait 12 ans qu'on ne les augmente pas, multiplié par d'autres paramètres, et notamment par la valeur locative, qui ne dépend pas du maire, mais qui est réévaluée chaque année par le Parlement, ou qui, si vous faites des travaux dans votre maison, si vous faites une piscine, la valeur locative va augmenter. Donc nous, en tout cas, pour ce qui concerne, ça fait 12 ans. Et donc je souhaitais même aller un peu plus loin, et voir si on ne pouvait pas baisser nos taxes. Mais franchement, c'est pas sérieux de le faire maintenant. Maintenant, on va avoir beaucoup plus de dépenses parce qu'on a beaucoup accompagné nos habitants, nos entreprises, et donc on a beaucoup plus de dépenses aujourd'hui. Vous savez, l'école, ça, évidemment, ça a un coût. Hein. Tout ce qu'on fait pour l'école aujourd'hui, ça a un coût. Et en même temps, on va avoir peut-être nos recettes qui vont être diminuées, puisque évidemment, quand il y a moins d'activités, il y a moins de recettes, même si une grande partie des recettes économiques va dans les caisses de la métropole et pas dans nos caisses. Donc l'idée, c'est qu'on ne va pas augmenter les taxes et on ne va pas non plus les diminuer. On verra ensuite après, mais ça, c'est un autre chapitre et un autre feuilleton que je ne veux pas aborder aujourd'hui. En tout cas, on verra plus tard si on peut diminuer les taxes. Une autre question, réouverture de la ferme pédagogique. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour la ferme pédagogique. Je l'ai visitée et j'ai vu tout l'intérêt qu'elle représentait pour nos enfants et même un peu plus que pour nos enfants, en fait. Chacun peut aller voir la ferme pédagogique et va y trouver un enseignement et en tout cas un plaisir. Et donc, j'avais même l'idée, sans doute, de renforcer la ferme pédagogique, de la redéployer, de modifier ses horaires et de faire en sorte que davantage de personnes puissent y accéder. Donc on va évidemment réouvrir la ferme pédagogique. On a un petit problème parce que, voilà, vous voyez, tout à l'heure on parlait des impôts. Ben, je ne veux pas augmenter les impôts, mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas embaucher à tour de bras. Hein. Si vous n'augmentez pas vos recettes, il est difficile d'augmenter vos dépenses. Donc, même si vous gérez bien, et je pense qu'on gère bien. Et donc, on a aujourd'hui beaucoup de personnel qu'on a dirigé vers les écoles, qu'on va diriger vers les centres de loisirs. Ce personnel-là, il ne pourra pas être à la ferme pédagogique en même temps. Donc, dans la mesure de nos moyens en personnel, nous allons réouvrir la ferme pédagogique. Merci Céline de me remercier. Quelqu'un aussi que je connais par ailleurs, qui est Alexandre. Non, c'est Alexandre qui répond. Alexandre me demande s'il y a des lacs pour pêcher à Mérignac. Bon. Il y a des lacs pour pêcher à Mérignac. C'est l'étang d'Inolin, et un endroit où il y a les pêcheurs. Et d'ailleurs, il y a au moins, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a au moins une association de pêcheurs à Mérignac. Et donc, oui, il y a des lacs, et donc j'imagine que la pêche pourra reprendre également selon la réglementation. Alors, on me pose une question. Audrey. Ah oui, Audrey. Audrey, vous m'avez demandé qu'est-ce qui va se passer pour les aires de jeu pour les enfants dans les écoles, dans les parcs, etc. Bon. La réponse est négative. Voilà. Audrey, je ne peux pas vous donner une réponse positive. Pourquoi? Parce que, oui, dans les écoles, déjà, les jeux pour enfants, y compris dans les cours de récréation, on ne peut pas. Pour une raison simple, et donc on ne pourra pas non plus dans les autres endroits de la ville. Pour une raison simple, c'est qu'il faut les désinfecter quasiment en permanence. Il faut veiller à ce que les enfants ne s'approchent pas trop les uns des autres.
pour l'instant là aussi, parce qu'on mobilise, je le redis une dernière fois, tous nos moyens sur les écoles pour la partie éducative des écoles et aussi pour les périodes parascolaires. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de réouvrir les aires de jeu des enfants. Dans le parc du Villiers, dans le parc de la mairie, il y a aujourd'hui des jeux pour enfants qui, on peut réouvrir parce qu'ils sont sous la surveillance et la responsabilité d'un exploitant individuel. Et donc, je lui ai donné l'autorisation de réouvrir sous sa responsabilité. Et si vous y allez, vous verrez que effectivement la réglementation est tout à fait respectée. Est-ce qu'il y a une autre question? euh, Le parc du renard, Christophe. Christophe me demande si où on en est du parc du renard, où on en est de sa réouverture au public. Euh, si vous me permettez l'expression, parfois les emmerdements s'enchaînent, quoi. Bon. Excusez-moi quand même de ce propos, mais c'est la réalité. On a été pénalisé par les inondations. Vous avez vu, on a une période de forte inondation qui ont détrompé le parc du renard. On a été ensuite après pénalisé par le Covid, qui a fait que les entreprises n'ont pas pu venir y travailler. Et donc tout ça nous a mis en retard. Voilà, ça c'est la réalité. Malheureusement, je suis obligé de l'assumer. On va faire en sorte que le parc du renard quand même réouvre le plus rapidement. Je crois que c'est dès septembre. Oui, voilà. Écoutez, je ne veux pas prendre d'engagement parce que je ne veux pas mentir. On va essayer de faire en sorte que le parc du renard devienne accessible à la mi-juillet. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, en fait, l'essentiel est fait, hein. C'est simplement justement les jeux pour enfants, un certain nombre d'installations, les bancs, les tables, etc. Bon, ça, on ne peut pas le faire maintenant. On va essayer de faire tout ça pour que vous puissiez jouir du parc du renard dès la mi-juillet. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne pourra pas faire, c'est faire de plantations. Parce que les plantations d'arbres ou d'autres végétaux, ben, voilà, ils obéissent à une loi des saisons. Hein, et respectons la nature. Ne pensons pas plus fort que la nature. Et donc, il faudra respecter les saisons. Et si on veut planter dans de bonnes conditions, il faudra attendre l'automne pour planter. Donc, on devra attendre l'automne pour planter. C'est pour ça que je vous parlais de septembre. Mais il y a toute une partie qui pourrait être accessible dès la mi-juillet. Les pistes cyclables, me demande Philippe. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, et notamment, je crois, Myriam, que je connais bien, qui m'a posé la question des pistes cyclables. Euh, D'abord, les pistes cyclables, c'est une priorité de la ville. Comme c'est une priorité d'ailleurs de la métropole, il faut le reconnaître. Mais nous, on le montre. Peut-être que ça ne se voit pas suffisamment, hein, je veux bien l'admettre, mais aujourd'hui, on a 110 km de pistes cyclables. On en a presque la moitié, un peu moins de la moitié, qui ont été aménagées dans les 6 dernières années. Et sur cette moitié, beaucoup sont en site sécurisé. Voilà. Euh, Tout le monde me dit, oui, il faut... Bon, ben, aussi, je suis d'accord. Hein. Simplement, c'est des problèmes de programmation à l'échelle de la métropole. Vous savez que c'est la métropole qui fait les travaux des pistes cyclables. Donc, il faut tenir compte de 28 communes. Il n'y a pas que Mérignac. Parfois, d'ailleurs, à la métropole, on me fait observer que Mérignac prend une grande part. Il n'y a pas que Mérignac. Bon, mais il faut défendre les intérêts de notre ville. Donc, en tout cas, on essaie d'aménager davantage ces pistes cyclables. Là, dans un plan vélo qu'on a examiné encore tout à l'heure à la métropole, il y a des aménagements nouveaux qui ont été faits dans l'urgence. Avenue de Verdun, par exemple. On a élargi la piste cyclable et on l'a rendue plus visible. Alors, ça se voit nettement qu'on l'élargit, parce qu'avant, vous aviez toujours la limite de l'ancienne piste cyclable et maintenant vous avez la limite de la nouvelle. On l'a élargi pour que, entre Bordeaux et puis le centre de Bordeaux et puis le centre de Mérignac, on puisse avoir une piste cyclable confortable. Bon. Et donc ça, nous l'avons fait. On le fera ailleurs aussi sur la place Montdésir, qui était une place très accidentogène. Et avant de la grande restructuration de la place Montdésir qui est prévue dans 2-3 ans, on ne va pas attendre 2-3 ans pour essayer d'apaiser la circulation de place Montdésir et faciliter la vie des cyclistes. Donc ça, on va le faire. Mais il y a d'autres endroits. Moi, je vous parle franchement, j'ai été voir par exemple l'avenue de la Marne. Quand je vois l'avenue de la Marne aujourd'hui, ce qui a été fait, où on a 2 pistes cyclables pour une seule voie pour les voitures, là il faut qu'on trouve aussi un équilibre, il faut que ça fonctionne dans tous les sens.
faut que ça fonctionne pour nos automobilistes, et il y a beaucoup de gens qui prennent encore leur voiture et qui peuvent ne prendre que leur voiture. Et puis, il faut qu'on fasse de la place à nos amis cyclistes qui pourront pour davantage faire du vélo s'ils se sentent en sécurité. Donc, il faut maintenir l'équilibre. Mais par exemple, avenue de la Marne, je pense qu'il faut retrouver un équilibre et trouver un équilibre favorable cette fois-ci aux cyclistes, avenue de Verdun et d'autres endroits de Mérignac. Par exemple, entre Chemin-Long et Beut, vous savez qu'il y a une piste cyclable qui va être aménagée en 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, également que je connais bien, qui me pose la question, est-ce qu'il y aura une cérémonie à la Stèle de Beut le 17 juin? Alors, la cérémonie est très importante, puisque vous le savez, le 17 juin, c'est le jour 1940, c'est le jour où le général de Gaulle euh, s'est envolé pour Londres. Voilà. Et le lendemain, il a lancé son fameux appel de Londres, qui a évidemment été symbolique d'une part, mais qui a mobilisé beaucoup les énergies françaises en montrant que la France avait encore un avenir. Bon, il faut en rendre en savoir gré au général de Gaulle d'avoir lancé cet appel, et donc je tiens beaucoup à cette cérémonie donc, qui se tient le 17 juin à la Stèle de Beut, puisqu'on on a aménagé une Stèle de Beut depuis des années maintenant, avec une croix, qui est une croix de Lorraine, et chaque année, nous sommes présents le 17 juin avec les représentants des forces militaires, avec le monde des anciens combattants, avec beaucoup de monde. Cette année, on est en train de discuter, mais là, c'est mon même propos que pour toutes les cérémonies patriotiques. Je tiens à ce que on conserve la mémoire de ces faits, qui sont des faits tout à l'honneur de notre pays et des Français. Et donc, il y aura une cérémonie le 17 juin. Là aussi, Michel, elle sera dans une configuration certainement plus restrictive que les dernières années, parce qu'on ne peut pas plus de 10 personnes en même temps, parce que voilà. Donc on maintiendra les règles des 10 personnes, on fera en sorte peut-être que d'autres personnes puissent assister de façon un peu plus éloignée, mais moi je ne veux pas me mettre en faute avec la santé des uns et des autres, donc on respectera. Mais le 17 juin, c'est dans... Maintenant oui, en fait non, c'est dans quelques jours, donc on est en train d'organiser cela pour qu'on puisse avoir une cérémonie digne de l'événement. Geoffrey me dit, je viens de prendre le direct en cours, savez-vous quand la médiathèque de Mérignac va-t-elle réouvrir? Merci Geoffrey de me poser cette question, parce que il ne faut jamais oublier les équipements culturels. La culture, ça fait partie de notre âme, de notre vie, de notre esprit, de notre histoire. Et donc c'est très important que toujours on ait une attention particulière pour la culture. Je voudrais saluer d'ailleurs Daniel Marc, je ne sais pas s'il nous écoute, mais qui suit ça avec beaucoup d'attention. Oui, elle va réouvrir, mais peut-être pas dans les conditions qui vont vous satisfaire. C'est compliqué un équipement comme la médiathèque. Elle a été fermée pendant 8 semaines, donc il faut procéder à un certain nombre de nettoyages. Il faut qu'on remobilise tout notre personnel. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle formule de médiathèque qui va être une formule drive. Et vous pourrez rapporter vos livres juste derrière, donc dans la petite rue derrière. Vous pourrez rapporter votre livre dans un endroit qui sera très matérialisé, sans contact. Vos livres seront, ben oui, il faut le faire, ils vont être mis en quarantaine, donc pour qu'ils perdent toute trace de virus, et puis qu'on les désinfecte. Et ensuite, après, vous pourrez, donc ça, la restitution, et vous pourrez commander vos livres en allant sur le site de la médiathèque et euh, en consultant le catalogue. Et là, vous pourrez commander votre livre et vous pourrez recevoir vos livres qui vous seront remis sous une forme aussi, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas le détail là, mais vous pourrez également, en consultant la médiathèque, le catalogue, ou on demande qu'on en conseille d'ailleurs à nos excellents agents très compétents de la médiathèque. Vous pourrez leur dire, mais finalement, quel est un roman qui pourra m'intéresser, etc. Ils vous donneront des conseils. Je crois même que le drive est déjà en cours de fonctionnement. Voilà. Donc le drive, vous pouvez déjà l'utiliser aujourd'hui, à la fois pour rapporter vos livres et pour emprunter. Et dès que possible, je vous le jure, je vous le promets, dès que possible, on réouvrira la médiathèque. Moi, c'est pour moi une priorité intellectuelle et morale que de réouvrir tous les lieux culturels, de la même façon que les lieux sportifs
il faut qu'on puisse avoir cette activité pour notre population. Alors, Mika me pose une question. Peut-on avoir plus d'informations concernant les élections qui vont avoir lieu donc, à la fin, le dernier dimanche de juin? Est-ce qu'on va pouvoir voter en toute sécurité? Mika, je crois que oui. C'est pas moi qui vous le dis, hein. Le conseil scientifique a donné des préconisations très rigoureuses. Très rigoureuses. Certains trouvent même trop rigoureuses. Mais moi, je suis pour les appliquer à 100%. Voilà. Le gouvernement a donc décidé d'organiser ces élections, le second tour de ces élections, à la fin du mois de juin. Là, moi, je suis très vigilant. On a déjà fait plusieurs réunions à la mairie sur ce sujet. D'abord, à l'entrée des bureaux de vote, vous aurez du gel, bien sûr hydroalcoolique. Il faudra vous passer du gel hydroalcoolique sur les mains. Venez avec votre masque. Si vous n'avez pas de votre masque, la ville vous donnera un masque. Mais le mieux, c'est de venir évidemment avec votre masque. Et puis, vous aurez un marquage au sol. Et on vous donnera même un stylo. Voilà. Si vous venez avec votre stylo, tant mieux. Si vous n'avez pas, on vous donnera un stylo. Et comme ça, vous pourrez repartir avec lui si vous le souhaitez. Et donc ensuite, après, vous irez dans le bureau de vote. Dans le bureau de vote, les membres du bureau de vote auront des sécurités sanitaires très importantes. Ils auront également des masques. Ils auront le moins de contact possible avec vous, hein, pour viser votre carte d'identité. Votre bulletin, ils n'ont pas à le toucher, donc vous mettrez directement dans l'urne. Ensuite, après, les salles de vote, là aussi, seront en sécurité. Donc vraiment, voilà, on va pas venir vous faire voter pour qu'ensuite, après, vous chopez le Covid. Je vous rappelle, là-dessus, tout ça peut être discuté, mais il y a une étude qui a été diffusée qui montre que le premier tour n'a pas été un facteur de dissémination du virus, même si il y a des gens qui sont en général des membres des bureaux de vote qui ont pu contracter le virus à cette occasion, ou en tout cas dans cette période-là. Parce que savoir si c'est dans le bureau de vote que vous avez contracté le virus, c'est quand même très difficile, alors que tous les jours, vous allez chercher vos courses ou vous allez dans une grande surface acheter vos marchandises. Voilà. En tout cas, impératif, grande sécurité. Voilà, grande sécurité ce jour-là. Et je vous rappelle que vous pouvez également disposer de procuration, hein, et que le gouvernement est en train d'étudier pour qu'au lieu d'avoir une procuration, chaque électeur puisse avoir 2 procurations. Donc n'hésitez pas à utiliser les procurations. Il y a quelques règles évidemment à respecter, mais n'hésitez pas. Quelqu'un me demande, Laurence, elle a reçu des masques, mais au premier lavage, il s'est effiloché. Est-ce que c'est normal? Sur les masques, j'aurais dû le dire tout à l'heure, vous avez vu, là aussi, ça, permettez-moi l'expression, ça a beaucoup râlé, mais bon, c'est la nature peut-être des Français que de râler constamment. Bon. Les masques, vous les avez eus, peut-être qu'il a fallu du temps, mais il faut imaginer que toute la France a commandé des masques, en même temps, tout le monde, vous imaginez. Et que notamment, vous avez toutes les communes de France qui en même temps ont commandé des masques, plus l'État, plus les hôpitaux, etc. Bon. Et donc, bah oui, la France n'avait pas suffisamment de masques, et la mairie de Mérignac non plus, elle n'avait pas en stock, et elle ne les fabrique pas. Elle a même quand même réussi à les fabriquer, puisqu'elle a demandé à des couturiers, et vraiment je voudrais les remercier, des couturiers et des couturières. Alors, on leur a fourni le tissu pour qu'ensuite après ils fabriquent des masques, donc c'était une très bonne chose. Donc on a mis le temps, la métropole, tous les 28 maires de la métropole se sont mis d'accord pour demander à la métropole de passer commande. Il a fallu 7 fournisseurs de masques pour arriver à trouver la métropole à commander 2,5 millions de masques. Vous imaginez 2,5 millions de masques. Bon. Et donc 7 fournisseurs de masques. Dans ces masques-là, tous ne sont pas de même qualité. Je reconnais ce que vous dites, hein, Laurence. Toutes ne sont pas de la même qualité. Mais c'est très simple. Vous venez à la mairie, vous téléphonez à la mairie d'abord, et ensuite, après, on vous changera votre masque. Hein. Et si ces filoches, en principe, ils sont faits pour résister au lavage, certains 25 fois, d'autres 30 fois, c'est marqué sur la petite notice. Et en tout cas, vous pouvez venir changer vos masques, vous en aurez. J'ajouterais que la ville elle-même, en plus des masques à la métropole, a donné un masque à toutes les personnes de plus de 60 ans. Voilà. Donc chaque habitant de Mérignac a dû avoir son masque. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il peut toujours avoir des bugs, notamment avec les fichiers, j'ai vu que
les adresses parfois n'étaient pas les bonnes, n'hésitez pas, vous appelez la mairie et vous aurez votre masque. Et puis toutes les personnes de plus de 60 ans ont dû recevoir également un masque supplémentaire. Voilà. Et là aussi, si le masque supplémentaire n'a pas été reçu, s'il n'est pas de bonne qualité, vous n'hésitez pas, on a fait des acquisitions nécessaires pour vous permettre là aussi d'être en toute quiétude pendant cette période compliquée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à l'heure où nous cherchons des espaces qui respectent le protocole? Alors voilà, la question est partie. Il y avait quelqu'un qui me posait une question, mais le défilement était trop rapide pour mes petites mains. Bon, peut-être qu'on le retrouvera tout à l'heure. Vous parliez de roulotte pour remplacer l'accès au vestiaire. Qu'entendez-vous par roulotte? Non mais oui, oui, non mais la question est pertinente parce que Marjorie me dit mais finalement quelle est la différence entre des roulottes et des vestiaires? Alors ce sera des roulottes, mais pour nous ce sera des Agelco, mais qui seront pas de la même dimension, qui n'auront pas des douches, hein. Et donc notamment tout cet aspect-là ne sera pas à surveiller. Mais donc c'est un endroit où vous pourrez aller voilà, vous changer, et uniquement vous changer pour là, mais il n'y aura pas tout le confort habituel des vestiaires, et notamment il n'y aura pas les douches. J'espère, Marjorie, que vous pourrez l'admettre, même si c'est pas l'idéal. Et qu'est-ce qui est idéal dans cette période-là, hein? Pas grand-chose. Non. Il faut bien se battre contre ce virus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je demande là. Le Premier ministre a autorisé la réouverture à partir du 2 juin. De quoi des équipements, je pense, oui. Donc c'est en fait une réponse qui est apportée. Osiris me remercie pour le soutien apporté à la filière aéronautique, mais c'est notre intérêt, hein. Tout à l'heure, la personne disait qu'il y avait beaucoup d'emplois. Voilà, on défend nos emplois, hein. On défend nos emplois quand on soutient la filière. Il n'y a pas beaucoup de filières qui offrent autant d'emplois, hein. Donc mais il faut par exemple aussi défendre la restauration. Ils vont pouvoir réouvrir. Vous savez, peut-être que de toutes les professions, la restauration va être la plus impactée. Là, j'ai vu beaucoup de commerçants ces derniers temps. Les coiffeurs, ça va, parce que finalement, les cheveux ont poussé, donc les gens se précipitent pour que on leur redonne une coupe honorable. Donc les coiffeurs aujourd'hui ont des carnets parfaitement remplis. Là, j'ai vu là qu'ils sont plutôt satisfaits aujourd'hui. Les autres commerçants, j'en ai vu beaucoup, m'ont paraissent satisfaits, mais ceux qui expriment la plus grande angoisse, hein, une véritable angoisse, ce sont les restaurateurs. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont eu zéro de chiffre d'affaires, sauf qu'ils ont eu des marchandises à emporter, mais ils ne font pas le même chiffre d'affaires avec des marchandises à emporter ou avec la livraison. Et puis, d'autre part, demain, ils vont reprendre, mais dans des conditions qui ne leur permettront pas d'atteindre des chiffres d'affaires permettant d'équilibrer leurs dépenses, puisqu'il faudra 1 mètre entre chaque table, qu'il ne faudra pas plus de 10 personnes par table. Nous, on va, je pense, étaler un peu, permettre qu'il y ait davantage de terrasses. Et on a quelqu'un qui posait des questions sur les impôts. On renonce au droit de place pendant toute cette période pour permettre à nos restaurateurs d'avoir davantage de trésorerie. Mais il faut soutenir nos restaurateurs. Et la meilleure façon de se soutenir, c'est d'y aller, quoi. Bon, de vaincre nos peurs et puis d'aller prendre un repas chez un restaurateur pour relancer leur activité et pour éviter qu'ils ferment définitivement. Certains risquent et certains vont fermer définitivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? C'est bien parce qu'en même temps, il y a des gens qui se répondent entre eux, là. Donc, ça c'est... Melouka, une question sur le moustique tigre. Bon, j'aurais bien aimé qu'il soit confiné plus longtemps, le moustique tigre, hein. Puis lui, il respecte pas les gestes barrières, la distance d'1 mètre d'espacement physique, il n'en tient pas compte. Il revient nous casser les pieds, c'est sûr. Il n'y a pas de miracle pour les moustiques, hein. Le moustique tigre, un jour, a pris l'avion de certains pays et est venu d'Asie, pour tout dire. Et il est venu infecter d'abord la Belgique, hein, on ne sait pas, mais c'est d'abord en Belgique que le moustique s'est manifesté. Et en plus, après, il s'est répandu sur toute l'Europe.
Et donc, on a aujourd'hui le problème de ce moustique tigre un peu partout. Il n'y a pas de miracle pour le moustique tigre, on ne connaît pas de traitement, bon. On ne connaît que des mesures sanitaires. Donc les mesures sanitaires, le moustique tigre, là, mais vous le savez autant que moi, hein, vient là où il y a de l'eau, donc moins il y a de surface d'eau stagnante et moins il y aura de moustique tigre. Il y a quelques produits, mais qui ne sont pas d'une grande efficacité. Et puis il y a la métropole qui, à la demande des maires, s'est emparée de la question et m'a même chargé voilà, du dossier des moustiques tigres pour 36 raisons. Pas parce que Mérignac est plus infecté que d'autres, mais parce que je m'occupe de la mutualisation à la métropole. Et donc j'étais chargé de ça, et donc on a mis en place tout un dispositif qui ne va pas être satisfaisant, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais la métropole pourra aller faire des analyses, faire des études et détruire certaines larves, endroits larvaires, pour s'attaquer aux moustiques tigres. Mais vous verrez que vous aurez encore des moustiques tigres, quelles que soient les mesures prises par les autorités publiques et les autorités sanitaires. Là, en fait, je parle d'ailleurs plus du moustique ordinaire que du moustique tigre. Le moustique tigre, lui, il est vecteur de maladie et donc il dépend de l'agence régionale de la santé. Donc on a le moustique ordinaire, le moustique tigre, et c'est pas les mêmes autorités, mais tous ils essaient de concourir à ce que vous soyez le moins embêtés possible. Mais voilà, on ne fera pas de miracle contre le moustique et le moustique tigre. Euh, Eric, qui répond à Audrey, mais merci Eric de répondre à Audrey. Effectivement, le Premier ministre a annoncé la réouverture des parcs à compter du 4 juin. Et donc, je pense malheureusement que c'est trop tard à organiser. Eric, je ne sais pas ce que vous voulez dire là. Peut-être pour des spectacles ou pour. Pour. En Ile-de-France, oui. Oui. Oui, oui, parce que nous, les parcs jardins étaient déjà ouverts, mais c'est en Ile-de-France que les parcs et jardins vont pouvoir ouvrir à partir du 2 juin. La Stèle, j'ai répondu. Euh, le parc Inolin, j'ai répondu. La piscine, j'ai répondu, je crois. Euh, non, il y a Audrey qui me répond de prendre le temps de répondre là. Mais si le maire ne répond pas aux questions de ses administrés, c'est pas la peine qu'il soit maire. Donc c'est vraiment ma fonction première que de vous écouter d'abord. C'est pas uniquement de vous écouter et puis de répondre. Euh, le stade Jougère va-t-il réouvrir? Oui, il va réouvrir dans des conditions. C'est vrai que c'est un peu agaçant quand même de voir les gens qui tournent autour du stade, hein, et qui ne peuvent pas courir dans le stade. Je suis posé la question, là, je vais essayer de voir. Ils ne vont pas pouvoir tout de suite recourir à l'intérieur du stade parce qu'on veut éviter aussi les rassemblements de 10, etc. Mais il va réouvrir là dans les premières semaines de juin. Euh, les équipements, je crois que j'ai répondu. Euh, Est-ce qu'il y a des réponses que je n'ai pas apportées? Les élections du mois de juin, oui, mais là, je ne veux pas déborder de ma fonction de maire et trop en parler, mais j'ai répondu sur les conditions sanitaires de l'élection. Les masques, on en a parlé. Euh, oui, quelqu'un, oui, merci. Là. Pour les masques, vous pouvez, si vous avez des difficultés avec les masques, n'hésitez pas à appeler le 05 57 00 16 04. Mais c'est marqué dans votre fil de conversation. Là, c'est la mairie, quelqu'un de la mairie qui vous répond et qui vous donne ce numéro de téléphone. Et c'est une réponse qui est faite à Laurence. Euh, Comment on fait pour renouveler son abonnement annuel, Christophe, à la médiathèque? Il suffit de téléphoner à la médiathèque et on vous renouvellera par téléphone votre abonnement et bravo pour votre intérêt pour la culture. Bon, il me semble que j'ai fait le tour. Hein, je voudrais dire à tous ceux qui m'ont posé des questions là, sur la voirie et tout ça, bon, on trouvera le moyen d'en répondre, mais de répondre à tout ça, mais c'est peut-être pas le moment pour engager ce type de débat. Je préfère me consacrer aux questions urgentes, même si parfois les questions de voirie sont évidemment urgentes. J'ai parlé quand même un peu des pistes cyclables. Voilà, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Sur Facebook aussi, j'essaye d'être très réactif. Hein. J'ai un compte perso sur Facebook et un compte de la ville sur Facebook et un compte Entraide Mérignac Coronavirus sur Facebook. Donc,
posez vos questions également sur les comptes habituels de Facebook. Et en général, moi, je ne vous réponds pas forcément tout de suite, mais j'essaie de vous répondre voilà, souvent tard le soir. Et puis, avant de vous répondre, il faut quand même que souvent je me renseigne et que je ne vous dise pas n'importe quoi, ce qui est le minimum du respect envers vous. Voilà, je vous remercie beaucoup. En tout cas, j'espère que ce Facebook Live vous a apporté des réponses. Excusez-moi si j'ai pas pu répondre à tout le monde. Excusez-moi si j'ai pas pu être suffisamment précis. En tout cas, pour moi, c'est très important pour avoir ce dialogue, d'avoir ce dialogue avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. À bientôt.